Ce podcast vous est présenté par Veolia. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Le Champ des Possibles, un podcast hors série consacré aux défis de l'agriculture face à la transition écologique. Un podcast qui explore comment le secteur agricole s'adapte, innove et se réinvente face aux enjeux climatiques et énergétiques. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous nous intéressons à un sujet clé, le rôle du secteur agricole dans la production d'énergie. Face à l'urgence climatique et aux besoins croissants en énergie renouvelable, l'agriculture a un rôle essentiel à jouer. Méthanisation, biogaz, biomasse. Alors quels sont les modèles qui fonctionnent? Quelles sont les perspectives pour les agriculteurs? Avec mes invités, nous allons décrypter les opportunités et les défis d'une agriculture qui devient productrice d'énergie sans compromettre sa mission nourricière. Merci beaucoup à tous les deux d'être autour de moi. Charlotte Esmieux, vous êtes responsable du développement biogaz chez Veolia. Et Sébastien Abyss, vous êtes directeur du Club Déméter, donc spécialiste des enjeux agricoles et alimentaires à l'échelle mondiale. Merci beaucoup d'être avec nous. Charlotte Esmieux, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelles énergies renouvelables peuvent être produites à partir de la biomasse agricole? Peut-être donner un petit point de définition sur qu'est-ce que la biomasse? Bien sûr. Alors la biomasse, c'est, l'ensemble des matières, organiques qui peuvent être utilisées pour produire de l'énergie. Donc si on parle d'énergie renouvelable, il y en a plusieurs sortes, mais celles qui sont produites à partir de biomasse, on les appelle les bioénergies. Il y en a 3 principales, c'est les biocarburants, le biogaz qui est produit à partir de méthanisation ou de gazéification de biomasse et il y a le bois énergie tout simplement qui est directement la combustion en fait, de cette biomasse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de la méthanisation agricole et ensuite quelle est sa place dans cette filière de production de biogaz? Bien sûr. Alors le fonctionnement, on appelle ça de la digestion anaérobie. Concrètement, ça veut dire qu'on fermente sans air en fait des matières pour produire un biogaz qui est un mélange entre du méthane pur et du CO2, qu'on vient ensuite soit transformer en électricité, soit épurer, pour en faire du gaz naturel. Donc on dit que la méthanisation est agricole quand elle utilise en fait des matières, principalement agricoles pour produire ce biogaz et essentiellement elle est opérée par des agriculteurs. Et tout ça, ça se diffuse en tout cas dans tous les réseaux français, donc que ce soit ménagers ou industriels, enfin je veux dire ça se réutilise, quoi. Ça se réutilise, donc soit on convertit le biogaz, par combustion en électricité et là il est injecté dans le réseau d'électricité. Si on choisit de l'épurer, il est injecté dans le réseau de gaz de ville en fait. On arrive à la même qualité que le gaz que vous utilisez, tous les jours à la maison et il est utilisé de la même façon. Sébastien Abyss, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les types de cultures qu'on utilise, les résidus agricoles qui sont aujourd'hui les plus utilisés pour produire ces biogaz et ces différentes formes de bioénergie? Oui, d'abord peut-être rappeler que, les Français doivent comprendre que les agriculteurs, ne font pas juste, de leur donner la possibilité, 3 ou plusieurs fois par jour, d'être en sécurité alimentaire. Tous les ans, cette sécurité est indispensable, elle est vitale. Donc on a besoin des agricultrices et des agriculteurs, plusieurs fois par jour. Il n'y a pas beaucoup de métiers avec une telle dépendance de nous tous. Donc ça, c'est un premier point et en plus, ce qu'on ignore souvent, c'est que les agriculteurs nous accompagnent aussi sur plein d'aspects, énergétiques. Alors évidemment, il y a la calorie alimentaire qui nous donne, du peps au quotidien. Évidemment, quand, certaines cultures agricoles, on pourrait parler du maïs, on pourrait parler de la betterave à sucre, pour prendre 2 exemples emblématiques. Quand des coproduits, des résidus agricoles, la paille des céréales, les fanes de légumes, les résidus de maïs à nouveau, les tiges et cetera, ou alors les déchets dans l'élevage, lisier, effluents, servent en fait à produire, des énergies. En fait, ce sont les mondes agricoles qui travaillent et dans le cas du cochon, par exemple, c'est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, nous avons en France un cochon qui est en train de se décarboner. C'est-à-dire que d'un point de vue industriel, nous avons l'expression «tout est bon dans le cochon» qui devient une réalité enfin. C'est-à-dire que cette expression connue de tous et très ancienne devient une réalité parce qu'il y a de l'innovation technologique et surtout, et c'est là où je voudrais en finir, c'est-à-dire que les mondes agricoles sont multifonctionnels. Il y a l'alimentaire, mais il y a aussi le non alimentaire qui est parfois
sous-estimé. Et dans ce non-alimentaire, eh ben, il est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie circulaire, c'est-à-dire on ne jette plus rien, on n'a que des coproduits, et ces coproduits doivent être valorisés, et notamment pour accélérer nos transitions énergétiques et climatiques. Est-ce qu'il y a des filières, qui sont particulièrement productrices, peut-être des zones aussi régionales, comment ça se matérialise sur, le terrain français? Bon, si on prend le maïs, on est plutôt dans le sud-ouest, la Bretagne, même si le maïs c'est une culture qui s'est développée dans d'autres régions françaises, on peut penser à l'Alsace ou même les Hauts-de-France. Si on prend la betterave, on va avoir l'Est, on va avoir les Hauts-de-France, on va avoir le bassin parisien. Là aussi, la betterave c'est assez intéressant, c'est-à-dire c'est du sucre, ça on le sait a priori, enfin quoique, mais on oublie que c'est aussi l'essence à la pompe 85, et puis la betterave elle est très précieuse dans justement les propositions de biocarburants en France. On pourrait évidemment aussi mentionner le cas du colza, qui permet aussi d'aller chercher des biocarburants. Et puis, encore une fois, je crois qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est coproduits agro-industriels, hein, c'est-à-dire les résidus de brasserie dans l'agro-industrie, tout ce qui est coproduit. Aujourd'hui, on essaye vraiment de rien jeter. On pourrait même ne pas oublier un aspect encore moins connu, c'est que même aujourd'hui dans le domaine de la mer, les poissons, qu'ils soient issus de la pêche ou de l'aquaculture, tous les parties des poissons qui ne sont pas aujourd'hui filetés et mis sous barquette, hein, parce qu'on mange plus de poissons entiers en gros, on utilise les coproduits du poisson pour faire aussi de l'énergie de plus en plus ou d'autres matériaux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait les mondes agricoles ou alimentaires aujourd'hui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus engagés et parfois en phase avancée par rapport à d'autres secteurs d'activité dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Je préfère parler d'écologie circulaire parce que c'est de ça dont on parle. Et Charlotte Esmieux, où est-ce qu'on en est en France dans cette avancée vers cette matière d'énergie issue de biomasse agricole? Alors c'est un gros enjeu pour la France, hein, puisque en ce moment on est en train de revoir notre programmation et nos ambitions pour 2030 en France. Ça va reposer de plus en plus sur les bioénergies parce que la France essaye dans ses engagements européens et gouvernementaux de baisser sa part de combustibles fossiles. Donc voilà, début des années 2020, on produisait déjà à peu près 200 TWh de bioénergie. C'est un peu plus de 10% de la consommation finale d'énergie qu'on a en France. Les objectifs sont ambitieux parce qu'on veut augmenter ça de 100 TWh, donc refaire plus 50%. Donc c'est un gros effort sur le bois énergie. Avec les questions, c'est à peu près la moitié sur le bois énergie. Il y a une quinzaine de TWh sur les biocarburants, sur lesquels la biomasse agricole a un rôle à jouer, Sébastien vient de le mentionner. Et le dernier bout, c'est le biogaz, et là qui va reposer aussi essentiellement sur des matières agricoles. Alors c'est vrai que les déchets, les coproduits de l'industrie agroalimentaire en particulier sont très bien réutilisés en méthanisation. Là, la marge qu'on doit faire pour atteindre ces objectifs est quand même haute, et on sait qu'on va devoir mobiliser la biomasse agricole et en particulier toutes les cultures intermédiaires à vocation énergétique pour être capable d'atteindre ces objectifs. Oui, justement, pour atteindre ces objectifs, comment faire pour aller plus loin, pour développer cette production? C'est les enjeux de la filière en ce moment. Je pense qu'il y a eu un soutien à la filière longtemps par tarif d'obligation d'achat. Là, il y a des nouveaux systèmes qui sont mis en place par le gouvernement pour promouvoir la filière. C'est malgré tout une filière qui a encore besoin de soutien en comparaison du gaz naturel dont le prix, malgré les conflits actuels et tout ce qu'on peut voir en géopolitique, reste relativement bas par rapport à une production renouvelable. Donc c'est une filière qui a encore besoin d'être soutenue pour pouvoir atteindre ses objectifs. Est-ce que les capacités agricoles qui sont produites en France peuvent permettre d'accélérer cette transition énergétique? Elles sont produites suffisamment, ou là vraiment on est encore à des productions trop faibles? Bon, c'est une excellente Pour question. parler de transition, je veux Oui, dire. en fait, c'est la question finalement, parce que est-ce que les mondes agricoles sont motivés à aller chercher des performances énergétiques qui leur procurent des revenus supplémentaires, ce qui est aussi dans le contexte économique agricole quelque chose qu'il faut souligner. Mais la motivation, il en existe. Des cultures qui permettent d'aller chercher des bioénergies, nous en avons. On pourrait rappeler les huiles, les algues aussi, sur tout ce qu'on appelle la chimie verte, qui entre un peu dans ces catégories qu'on sous-estime. La grande question, c'est est-ce qu'on est cohérent entre la production qu'on est capable de faire et les objectifs qu'on se fixe? Et bien à ce stade, ni au niveau européen ni au niveau français, nous avons des quantités suffisantes par rapport à des objectifs fixés
dans le pacte vert à 2050 et dans nos chemins de décarbonation. Donc, dans ce contexte-là, première question, est-ce qu'on va produire plus demain en agriculture en Europe et en France pour, évidemment, ne pas sacrifier l'offre alimentaire et permettre que les cultures, soit intermédiaires ou les cultures qui permettent de faire ces coproduits et ces bioénergies, puissent aller développer davantage d'offres pour justement décarboner et en gros se passer de pétrole et de gaz. Je rappelle que schématiquement, tout le monde doit comprendre que si on veut moins de pétrole dans le monde de demain et donc décarboner, mécaniquement, ça veut dire plus d'agricole, c'est-à-dire juste les retrouvailles avec le temps long de l'histoire. On a eu une parenthèse de 150 ans avec le pétrole, mais nous retrouvons une mobilisation de biomasse aujourd'hui nécessaire pour faire de l'énergie, pour faire des bâtiments ou continuer à nourrir les personnes. Bon. Donc premier sujet, c'est la cohérence entre la production et les objectifs d'offre. Et puis, ça vient d'être souligné, et la question du prix de tout ça. C'est-à-dire que nos transitions écologiques ou énergétiques, ça a un coût. Le pétrole, il a cassé tous les prix. Il a cassé le temps et l'effort au travail. Aujourd'hui, si on veut être cohérent dans de l'investissement vert, vous pouvez le faire que si vous n'êtes pas dans le rouge économiquement. Donc les mondes agricoles doivent s'y retrouver. Il ne s'agit pas de faire de la biomasse et des bioénergies sans s'y retrouver économiquement. C'est aussi des prises de risque, des investissements pour eux. Et puis il faut que les consommateurs comprennent, je prends cet exemple très simple, c'est que si vous avez un méthaniseur dans votre village ou autour de votre ville qui se met en place, c'est une excellente nouvelle. Et pour le coup, le bruit et l'odeur, là, c'est une belle formule. Mais est-ce que justement dans l'opinion publique ou alors la réception des agriculteurs, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ça? Ils regardent en fait l'évolution réglementaire, les innovations technologiques, les revenus qui sont solides ou pas quand on va chercher ces activités. Et évidemment, je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de compétitivité durable, qui est le mot-clé de l'Europe pour les 5 prochaines années, compétitivité durable, ça veut dire qu'on ne renonce pas aux transitions écologiques, mais qu'on n'oublie pas l'économique. Les mondes agricoles, aujourd'hui en Europe, ont parfaitement conscience que s'ils doivent s'embarquer dans des mobilisations sur l'énergie en plus, il faut que ça paye. Et c'est normal. Et là, encore une fois, remettons tout ça dans une perspective plus large. Quel secteur d'activité ont à la fois une activité nourricière vitale essentielle qui est indémodable, on peut en reparler dans un an, je pense qu'on aura tous mangé quelque chose, les mêmes besoins. et puis de l'énergie, parce que ça il en faut aussi, mais cette énergie, si on veut la décarboner, ce sont les mondes agricoles qui massivement aujourd'hui apportent des solutions. Encore une fois, l'Europe, la France dans tout ça, la question c'est la cohérence, la constance un peu des politiques publiques, des règlements, et puis un peu la confiance, c'est-à-dire que nous en tant que consommateurs, citoyens, clients, pour du gaz, pour de l'alimentaire ou que sais-je, nous devons bien comprendre qu'on a des agricultrices et des agriculteurs à nos côtés, même si on n'en voit jamais et qu'on va jamais à la campagne se balader. Et l'autre chose, c'est que ces acteurs-là, il faut les mettre sur un itinéraire relativement stable, parce que l'imprévisibilité et les changements de tarifs, de politique, de réglementation, c'est incompatible avec un monde agricole. C'est un monde du temps long, là où quelque part, c'est ça qui est presque paradoxal, il faut faire un marathon agricole dans cette affaire, mais il y a un sprint commercial incroyable qui est en train de se mettre en place. Tout le monde cherche de la biomasse. Et là, les grands énergéticiens ont bien compris que le monde agricole, c'était la poule aux œufs d'or. Il faut être cohérent, il faut que les mondes agricoles gardent le pouvoir aussi dans tout cela. Mais justement, est-ce qu'il y a un secteur qui va plus ou moins utiliser cette biomasse agricole? Est-ce que peut-être qu'il y a une concurrence entre les secteurs d'utilisation? Il y a toujours ce débat, et alors là, c'est un débat mondial, c'est un débat en France, et en gros, dès qu'il y a des crises alimentaires, d'ailleurs, c'est toujours la faute de ceux qui font des productions agricoles pour faire de l'énergie. Bon. En fait, ça a toujours existé. Je rappelle qu'au 19e siècle, on utilisait des chevaux pour cultiver les produits alimentaires. C'était une forme de force énergétique. On a toujours eu un lien agriculture, alimentation, énergie. Est-ce qu'il y a des concurrences? Encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de réserves de terre, ni dans le monde, ni en France, ni en Europe. Donc, évidemment, se pose la question, est-ce qu'on fait des cultures énergétiques au détriment de l'alimentaire? Et c'est là où il faut bien voir les choix de culture, les cultures intermédiaires, etc. Et surtout, bien se rendre compte que des agriculteurs veulent aussi dérisquer leur activité et ne pas dépendre d'un seul revenu, d'un type de marché, surtout par les temps qui courent. L'énergie apporte une solution. On pourrait rajouter aussi la question de l'agrivoltaïsme, qu'il ne faut pas oublier dans cette équation, parce qu'aujourd'hui, le solaire, c'est aussi quelque chose qui permet aux mondes agricoles d'avoir des revenus supplémentaires. Et on fait davantage de solaire à la campagne que dans les villes.
Donc faire des exploitations complémentaires. Bah, on est dans les combinaisons technologiques, de culture agricole. Et encore une fois, cessons d'opposer alimentation et énergie quand on parle d'agriculture. Par contre, évidemment, il faut être très cohérent dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on fait de l'énergie au détriment de la sécurité alimentaire, on va pas aller très loin parce que sans sécurité alimentaire, le quotidien il est bien plus difficile pour tout le monde, pour l'agriculteur à commencer. Peut-être un tout petit complément là-dessus, c'est que, en tout cas sur le biogaz, l'usage des cultures, qu'elles soient dédiées ou intermédiaires, il est très encadré. Sur le dédié, on n'a pas le droit à plus de 15 en France et c'est pas une pratique, je pense, si commune que ça, que d'aller chercher ce maximum-là. Et sur les cultures intermédiaires, il faut quand même noter que c'est très encadré par l'Europe. C'est-à-dire que le cadre réglementaire qui est mis en place aujourd'hui, il impose une traçabilité jusqu'à la parcelle pour s'assurer de critères de durabilité. Et justement, limiter cette compétition, en fait, dans les rotations de cultures, entre les cultures principales alimentaires et les cultures vraiment intermédiaires qui ont cette vocation énergétique. Pour revenir du côté du terrain et des agriculteurs, une étude a été réalisée entre Elab et Veolia intitulée Agriculture de transition écologique, les exploitants français face au mur climatique. Donc une étude qui repose sur 801 agriculteurs et exploitants, assez représentative. Dans cette étude, on voit que 47% des exploitants considèrent la méthanisation comme une bonne alternative pour réduire la dépendance aux intrants chimiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment la méthanisation peut les aider sur ce point? Alors la méthanisation, elle a vocation à produire du biogaz, mais les matières qui sont utilisées après leur fermentation produisent ce qu'on appelle un digestat, qui est un engrais organique produit localement, qui vient faire un apport dans le sol d'azote et un peu de matière organique quand on choisit de faire un retour au sol dans les champs de cette matière-là. Et ça permet aux agriculteurs de réduire leur dépendance aux engrais azotés chimiques qui sont majoritairement faits à partir de gaz. Donc ça, c'est une bonne chose pour eux parce que c'est à la fois quelque chose de très local, quelque chose d'organique sur lequel ils ont une visibilité aussi sur le prix qui fluctue pas en fonction des variations sur le gaz. D'accord, donc ça c'est un aspect un peu plus précis et global de la méthanisation, en tout cas. Est-ce que vous pouvez, on a déjà parlé un petit peu de réglementation et ça, mais quels sont concrètement les freins qui ne permettent pas à la biomasse de plus se développer, en tout cas sur le territoire français? Alors les freins, bon, je pense qu'il y a tout le débat qu'on a un peu évoqué de savoir est-ce qu'on a assez de biomasse pour atteindre nos objectifs dans l'énergie, dans l'alimentation, on en a beaucoup parlé. Il y a aussi tout ce qui est biomatériaux, matériaux biosourcés, la chimie verte. Je pense que tout ça, il y a un grand plan quand même et un grand bouclage à faire sur à quel type de biomasse et à quoi on veut la dédier. Mmh. Donc je pense que ça, c'est un sujet. Sur le réglementaire, moi je dirais qu'il y a quand même un sujet autour de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la durabilité. Il y a une ambition forte qui réclame de mobiliser des cultures intermédiaires pour pallier notamment les objectifs de méthanisation, qui sont ceux que je connais le mieux. Et à la fois, il y a une ambiguïté dans la réglementation européenne sur leur durabilité, alors même qu'on met en place des systèmes de traçabilité qui sont très positifs pour la filière, mais qui sont très lourds et qui, du coup, je trouve c'est un peu dommage qu'ils soient pas reconnus aujourd'hui à leur juste valeur. Je pense que la deuxième difficulté, si on parle du modèle agricole, c'est que il y a des rentabilités qui sont bonnes pour certains, ça permet un complément de revenus important. Et puis ce qu'on voit sur les études récentes qui sont sorties, notamment de la Commission de régulation de l'énergie, c'est qu'il y a quand même un tiers des installations qui se portent pas très bien, qui s'en sortent pas. Et aujourd'hui, il y a quand même un sujet de partenariat et dans la réglementation qui empêche un peu les industriels d'être partenaires du monde agricole, ou en tout cas d'être partenaires majoritaires du monde agricole. Et je pense que ça, c'est dommage, en particulier sur les installations qui ont besoin de relancer ou qui ont besoin de réinvestir, qui ont besoin de se diversifier vers le monde du déchet. Donc ça, je pense que c'est aussi un frein aujourd'hui au développement de la filière. Oui, juste pour rebondir là-dessus, tout à l'heure je disais il faut que les mondes agricoles gardent le pouvoir, mais soyons très clairs, les mondes agricoles ce ne sont pas non plus des énergéticiens. On parle d'énergiculteurs de plus en plus, parce qu'ils en produisent par leur activité, mais là aussi je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que dans tout ce schéma de transition et de combinaison qu'on doit faire, tout le monde doit rester modeste.
Et donc travailler avec ceux qui savent, ceux qui connaissent, ceux qui ont l'expérience, les capacités industrielles, les capacités d'investissement. Vous n'allez pas demain demander au monde agricole tout seul de gérer tout cela. Bien sûr. Là où c'est intéressant, c'est de créer des partenariats avec les acteurs des déchets, les acteurs de l'énergie, dans une démarche de sincérité, c'est-à-dire que la biomasse agricole, ça a de la valeur, ça peut pas être gratos. Mais c'est comme pour la nourriture, hein, le consommateur il s'est habitué que l'alimentation coûtait pas cher. La biomasse agricole, elle a une valeur. Cette valeur-là, il faut qu'elle soit cohérente avec les objectifs réglementaires et les objectifs qu'on se fixe à long terme. Il y a un point qu'on n'a pas mentionné, mais qui me semble très important quand même aussi, c'est de rappeler que pour des agriculteurs, réussir à faire des bioénergies et mobiliser leur biomasse, leurs coproduits, pour eux-mêmes avoir de l'énergie sur leur exploitation, c'est ça, une c'est un façon de cercle réduire vertueux. leur charge énergétique qui est quand même considérable. Et ce qui est vrai pour des exploitants agricoles est vrai évidemment pour des entreprises du secteur agro-industriel ou agroalimentaire, à savoir utiliser l'ensemble de ces ressources pour réduire les coûts énergétiques qui sont quand même haussiers ces dernières années. Et ce point-là est important. Rajoutons même une petite touche de RSE. Évidemment, si vous avez moins de pétrole et de gaz importés et d'hydrocarbures dans votre mix énergétique pour faire vos productions et plus d'énergie renouvelable locale et bien verte, évidemment, votre bilan RSE s'améliore, vous avez une autre histoire à C'est raconter. vertueux. C'est pour ça que je parle d'écologie circulaire plus que d'économie, Mmh. parce que c'est celle-là qu'il faut aller chercher et qui me semble intéressante à comprendre. Est-ce qu'il y aurait une ou plusieurs mesures vraiment prioritaires qui permettraient d'accélérer dans cette voie? Bon, je pense que dans les mesures prioritaires, c'est peut-être justement de donner un cadre général, qui permet, on est en 2025, de rendre cohérent tout ce qu'on a mis en place, depuis en gros, 25 ans, dans le sujet, adopté à l'équation géopolitique et géoéconomique du moment en Europe. Prenons l'exemple, du transport aérien, on veut, verdir les avions et leur carburant, donc on veut vraiment développer, des biocarburants pour l'aérien. Les mondes agricoles sont appelés à la rescousse et en fait, on n'est pas du tout dans les clous entre, le productif disponible, le capacitaire même en tendance et les objectifs assignés. Et donc, encore une fois, puisque l'Europe vient de se doter d'une boussole de compétitivité, parle même de choc de simplification, il y a des règlements, il ne faut pas détricoter, il faut juste rendre les règlements compatibles avec une activité agricole du temps long et une nécessité de faire peut-être parfois des arbitrages. On ne va pas pouvoir tout faire. Et parmi les arbitrages, moi je crois qu'il ne faut pas oublier les complémentarités aussi géographiques. On ne peut pas produire de tout partout. Et là on voit bien que dans tous nos débats de souveraineté alimentaire ou énergétique, si on combine les deux, parfois on en oublie les réalités géographiques et on en oublie presque le faire ensemble. Ça renvoie à la question des partenariats. Il y a des choses qu'on peut peut-être faire dans le sud de la France parce qu'il y a un peu plus de soleil, qu'on va faire un peu plus dans le nord parce qu'il y a un peu plus de betteraves, etc. Vous comprenez? Et donc cette combinaison, c'est aussi un raisonnement national. Il ne faudrait pas demain que chaque territoire en France, chaque collectivité y aille de sa souveraineté énergétique renouvelable individuelle. Ça ne fera pas système et ça ne fera pas État-nation. Or, le sujet en ce moment, c'est quand même de refaire nation. Vous avez parlé de l'aérien, donc la biomasse est considérée comme une solution sérieuse, en tout cas de décarbonisation, que ce soit pour, l'aérien ou d'autres secteurs? Oui, tous les transports. En fait, vous prenez le transport maritime, vous prenez les sous-marins, vous prenez le transport Même routier. en dehors des transports, tout secteur. Plein de secteurs aujourd'hui doivent aller beaucoup plus fort dans la décarbonation. D'ailleurs, parfois, ils sont jaloux d'avoir vu le monde agricole aller plus vite que ce secteur censé être en retard sur tout. Finalement, il est souvent en avance. Sauf que pour aller décarboner aujourd'hui, j'insiste et je redis, moins de pétrole, c'est plus d'agricole. Donc tout le monde se tourne vers les mondes agricoles et tout le monde se rend compte que avoir de la biomasse mobilisable à cet effet, ça va pas de soi, c'est pas facile, on n'appuie pas sur des boutons et par ailleurs, il y a toujours cette équation alimentaire. Et donc cette équation alimentaire, il faut pas la sacrifier et c'est là où on évoquait les filières bois. Il faut bien comprendre que c'est tout ça qui doit se combiner demain et trouver un bon équilibre. On a quand même une planification écologique qui était sur la table, qui n'est pas mise à la poubelle à ma connaissance, et qu'il faut tenir parce que j'avais l'impression que sur biomasse, ils avaient une bonne vue de ce qu'il fallait faire et comment combiner. La seule chose, encore une fois, je remets ce point sur la perspective, c'est est-ce qu'on demande au monde agricole de plus produire? Mmh. Or, ces dernières années, le monde agricole, il a surtout entendu qu'il fallait mieux produire
et certains lui ont même demandé, gentiment ou indirectement, de moins produire. Donc c'est cette bascule qui est en cours et nous avons une variable alimentaire, il y a aussi une variable énergétique à mettre sur la table. Est-ce qu'il y a des exemples, à l'international ou en Europe, de pays qui font des choses, intéressantes Bon, pour la l'Allemagne France? sur les méthaniseurs a eu un coup d'avance, peut-être parce que l'Allemagne a toujours eu, l'industrie, chevillée au corps, en tout cas une logique de production et d'économie, supérieure parfois à nos logiciels, français. À l'échelle internationale, il faut être très clair aujourd'hui que le pays, qui, est, depuis longtemps très engagé sur des productions agricoles non alimentaires, c'est le Brésil. Je rappelle que 2/3 des voitures au Brésil fonctionnent avec, de la canne à sucre ou du maïs. Et ça fait 50 ans que ça dure, et que le Brésil, pour être dans les clous des accords de Paris, a bien compris qu'il fallait, dans son mix, énergétique, utiliser encore plus de biomasse et dans la diplomatie brésilienne, être le géant de la biomasse mondiale demain, c'est vraiment un objectif. La Chine, évidemment, n'est jamais très loin quand on parle de décarbonation, d'innovation, de science et d'investissement qui ont, de l'avenir, et évidemment, les États-Unis, regardent tout ça attentivement. Charlotte Esmieux, justement, avec Veolia, est-ce que vous accompagnez des projets qui sont, intéressants, qui sont vertueux, qui nécessiteraient d'être mis en avant? Oui, alors je voudrais juste rebondir sur l'exemple de l'Allemagne, parce que c'est vrai qu'ils sont partis très en avance sur la méthanisation. Il y a eu aussi beaucoup de débats, parce qu'ils sont partis à fond sur la culture alimentaire dédiée et qu'aujourd'hui, ils en reviennent un peu, que l'Europe encadre ça, différemment. Et Donc si je peux me permettre, avec la parallèle quand même d'avoir abandonné le nucléaire qui leur posait des questions énergétiques drastiques. Bien sûr. Hein, c'est le cas allemand, ils ont un mix particulier. énergétique questionnant, ça alors après sur des modèles, vertueux à l'échelle, française, effectivement, nous chez Veolia, on se positionne comme un producteur territorial d'énergie décarbonante. On fait du biogaz. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de méthanisation, mais c'est aussi des processus qu'on a à partir des boues de stations d'épuration. C'est des processus qu'on a aussi à partir du biogaz produit sur les installations de stockage de déchets. Donc on est dans cette logique de créer vraiment de la boucle locale à partir d'intrants qui sont produits localement. Ça veut dire qu'on est sur des tailles, humaines, humaines, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on n'est pas sur des méga usines de production, parce qu'on pense que ça ne colle pas au modèle français, parce que le modèle français, il émerge du modèle agricole qui part de l'installation ou du groupement d'installations agricoles. Donc on essaye de se coller à ça par notre positionnement, je dirais à la fois en tant qu'acteur du déchet et en tant que Veolia Agriculture, producteur d'engrais organiques en France. On a à la fois cette volonté d'aller vers le monde du déchet, de utiliser au mieux tout ce qui sort de l'industrie agroalimentaire, et aussi, parce qu'on le sait, demain l'avenir pour faire d'une réalité de notre ambition sur les bioénergies, c'est la biomasse agricole. En 2050, c'est plus de 60% de la biomasse qui viendra du monde agricole pour atteindre nos objectifs. Donc on a vraiment besoin d'allier ces deux, et je pense que c'est un modèle vertueux quand il sait s'inscrire dans une démarche partenariale, territoriale et durable, parce qu'aujourd'hui, avec le cadre qui est imposé par l'Europe et la marche à suivre, de toute façon, ça sera uniquement comme ça que ça pourrait être acceptable et développé. Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges. Je rappelle, Charlotte Esmieux, que vous êtes responsable développement biogaz chez Veolia, et Sébastien Abyss, chercheur associé à l'IRIS et directeur du Club Déméter. Merci à vous toutes et tous de nous avoir regardés et écoutés. C'était Le Champ des Possibles. Ce podcast vous a été présenté par Veolia.